Le dialogue serait-il inclusif ou exclusif? Je ne refuse pas le dialogue. Est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection? D'abord, je suis membre d'un parti. Il y a des Centrafricains qui continuent de mourir par centaines chaque mois. Je crois que vous exagérez quand même les chiffres. Cette récente signature des accords avec l'UPC des 3R peuvent-elles créer les conditions d'une paix durable? Il n'y a pas un seul village occupé par les groupes armés. Ils sont en brousse. Qu'est-ce qu'on peut retenir des propositions de cette table ronde? Il y a des conflits d'agenda. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Marché du futur. Je m'appelle Simon Alingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et consultant en marché public. J'accompagne les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner les marchés publics. Vous savez, en Afrique, ce sont les multinationales et les entreprises étrangères qui gagnent la quasi-totalité des marchés publics. Et mon ambition sur cette chaîne, c'est de permettre aux TPE et aux PME de l'Afrique et de la diaspora de maîtriser les mécanismes des marchés publics et de les gagner. J'accompagne également les éleveurs de poulets de chair à mieux gérer leur exploitation, depuis l'élaboration de leurs projets jusqu'à la commercialisation. Vous savez, il est important de connaître, avant de se lancer dans les affaires, de connaître son environnement pour permettre de gagner en confiance et de pouvoir investir. Nous sommes au Palais de la Renaissance en République centrafricaine. Aujourd'hui, je vous amène au cœur d'un événement majeur qui s'est déroulé à Bangui. C'est la deuxième édition du domaine de presse du président Prosper Archange Touadéra. C'est un échange exceptionnel entre le chef de l'État et l'ensemble de la presse nationale. Il marque la volonté du chef de l'État de renforcer un dialogue direct avec la population à travers les médias dans un contexte électoral et sécuritaire extrêmement sensible. 5 grandes thématiques ont structuré cette rencontre. La diplomatie et l'ouverture internationale, l'économie et le pouvoir d'achat, la liberté de la presse et société civile, le dialogue politique inclusif, la sécurité et la paix durable. Dans un instant, vous allez découvrir en long format les questions des journalistes, les réponses du chef de l'État et des signaux envoyés à la nation et à la communauté internationale. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos informations stratégiques et des informations, des conseils que je donne régulièrement sur la chaîne pour booster votre activité et aussi de permettre à tout un chacun de comprendre ce qui se passe dans le monde. Dites-le dans les commentaires. Et c'est parti. Monsieur le Président de la République, nous sommes tous réunis pour un déjeuner de presse. Je vois que c'est la deuxième édition. Et ce déjeuner de presse va s'articuler de la manière suivante. Il y aura l'allocution d'introduction du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, suivi de ce qui est appelé la causerie autour d'un repas. C'est de cette manière que ça va se passer. Ensuite, on va faire une photo de famille. Il y aura un mémorandum qui vous sera remis par le métier, le professionnel des médias. Et je pense que le retrait de votre Excellence marquera la fin de cette cérémonie. Les échanges qui vont avoir lieu avec vous vont porter sur 5 thématiques. 5 thématiques que je peux énumérer: le dialogue politique et les élections, le social, la sécurité, la mise en œuvre de l'APPR et la feuille de route de Luanda, la diplomatie, la coopération internationale et l'organisation de la table ronde sur le PND. Je pense qu'il a été convenu que chaque thématique a 10 minutes.
questions et réponses sur 5 thématiques. Ça va faire 50 minutes. On va rentrer dans le vif du sujet en invitant M. Lapel pour la première question. Bonjour Monsieur le Président. Je suis Anissé Lapel, directeur de publication du journal Adrénaline Info. Dans votre discours sur l'état de la nation 2024 en ce qui concerne le dialogue politique, vous avez accepté la demande formulée par les personnalités politiques du BRDC. À quand la tenue de cette rencontre? Quel sera le format du dialogue? Le dialogue serait-il inclusif ou exclusif? Et quelles dispositions le pouvoir exécutif prendrait pour aviser au cas où l'intention serait justement l'exhumation de la Constitution du 30 mars que le peuple souverain avait déjà enterrée? Je vous remercie. Monsieur le Président, bonjour. Je suis Sensei Gbegbengaina, rédacteur en chef de la radio Lengo Songo. Nous constatons ces derniers temps, Monsieur le Président, que la population manifeste pour réclamer votre candidature à la prochaine élection présidentielle de 2025. Dites-nous, est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection? Je vous remercie. Bien. Vu la position du micro, je ne peux pas avoir le regard sur tout le public. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil de la Communication, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de la Communication, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers professionnels des médias, je voudrais tout d'abord vous saluer et vous souhaiter vraiment la bienvenue au Palais de la Renaissance. Je voudrais particulièrement vous remercier, vous les professionnels des médias, d'avoir accepté mon invitation pour ce déjeuner avec la presse. Le dialogue, je veux vous dire que je ne redoute pas le dialogue. Je suis un homme de dialogue. Je discute avec tout le monde. Pour ceux qui veulent qu'on débatte, on discute sur le pays. Je discute même avec les groupes armés, ceux qui tuent à travers le pays, qui brûlent le pays. Mais je suis obligé de discuter avec eux pour que la paix revienne. À ma manière, sans occulter sur les questions de justice. Sans occulter cette question-là. Mais on doit parler, on doit discuter pour qu'il y ait la paix. Je tends la main. J'ai toujours, on dit que j'ai cette politique de main tendue. Et c'est vrai, je le fais. Et à travers, vous voyez tout récemment, à Djamena, il y a un accord avec les 3R et l'UPC. Ce sont des groupes armés qui sont redoutables et qui ont commis beaucoup de... Mais nous sommes obligés, c'est des Centrafricains. Bien entendu, il y a des étrangers parmi eux, mais ils opèrent sur notre territoire. On doit discuter pour savoir pourquoi ils continuent de prendre les armes. Donc, je suis véritablement un homme de dialogue. Alors, mes frères du BDRC, sur les médias ou dans les rencontres, dans les chancelleries, disent qu'ils veulent les dialogues, il faudrait que... Mais quelques-uns de ces ambassadeurs ou représentants des organisations viennent me dire, je dirais, écoutez, ce n'est pas à travers vous que je veux parler avec mes frères. S'ils ont besoin de dialogue, ils n'ont qu'à l'exprimer. Il y a une voix, il y a l'administration. Parfois, elle est écrite. Ils demandent à me voir et on va voir les contours. Et je leur ai expliqué ainsi. Et ils sont allés traduire à nos frères du BDRC qui m'ont envoyé un courrier. Et j'ai demandé au ministre d'État de leur répondre, de dire que je suis d'accord pour ce dialogue, mais leur courrier n'était pas précis pour savoir quels sont les problèmes à débattre. On demande le dialogue, mais sur quoi? Dites-moi, et à peu près le format, comment, qu'est-ce que vous entendez par ce dialogue? Le ministre d'État leur a répondu de cette manière. C'est ce que j'ai dit lors de ma déclaration à la nation. Voyez-vous qu'ils m'ont répondu.
au lieu de me donner les thématiques, et ils disent que non, ils veulent un dialogue, parce qu'ils estiment qu'il y a trop d'écart entre eux et moi. Donc, le dialogue qu'ils demandent doit être devant un médiateur, et ce médiateur doit être un chef d'État africain qui viendrait comme médiateur dans ce dialogue. Bon, vous comprenez, dans cette situation-là, il m'est difficile. Mais j'ai appris, je n'ai pas encore les éléments, mais j'ai appris qu'ils auraient écrit à un chef d'État pour venir dans ce dialogue. Mais je crois qu'en tant que chef d'État, ce chef d'État-là, qui est un responsable, vous savez que c'est un pays démocratique, il y a un président, doit pouvoir s'approcher de ce président, de savoir est-ce qu'il y a un problème, est-ce que je dois discuter, et c'est de quel problème. Pour l'instant, voilà où nous en sommes, monsieur l'appel. J'attends que ce chef d'État, à qui qu'ils ont contacté, puisse me voir pour qu'on puisse discuter. Alors que le problème aurait été plus simple. De nous dire, nous avons des problèmes, voici le problème posé, eh bien, je veux voir la portée de ce problème-là. Eh bien, si c'est une discussion entre moi, ou bien je montrerai une équipe de gens pour échanger avec eux. Et si le problème est possible de traiter dans ces contextes. Voilà où nous en sommes au niveau du dialogue. Donc, je ne refuse pas le dialogue. Je suis toujours d'accord pour le... Mais encore une chose, dans notre pays, le dialogue est permanent. Ceux qui parlent de ça, de dialogue-là, ils sont des députés. Hein? Ils sont des députés. Et l'Assemblée nationale est le lieu privilégié des débats politiques, des dialogues, des contradictions. Et il y a tout là-bas. Hein? Et à chaque fois, quand il y a des sessions, eh bien les sessions sont ouvertes, il y a la presse, il y a tout ça. C'est un lieu où on peut débattre de ces questions-là. Mais, tout étant, je ne suis pas contre. Je suis pour. Mais il faudrait que les choses soient cadrées. Nous avons des règles dans notre pays. Il faut que ces compatriotes respectent ces règles. Et puis aussi, il faut être un peu humble dans les démarches. Vous imaginez, au lieu de me parler, ils parlent aux diplomates. Au lieu de demander à me voir, ils écrivent à d'autres chefs d'État. Ça veut dire, en un mot, qu'ils ne reconnaissent pas mon autorité. Est-ce que c'est ce que vous voyez? Mais comment vous pouvez, ils ne reconnaissent pas mon autorité? Comment ils peuvent discuter avec moi? C'est ça que je ne comprends pas. Mais je reste toujours disposé à poursuivre, à voir dans quelle mesure on peut trouver un cadre correct pour pouvoir discuter et régler ces problèmes. Mais pour l'instant, je ne connais pas encore le sujet. Voilà ce que je peux vous dire. Le sujet de ce dialogue, je ne connais pas. Et la deuxième question... Ah, c'est une question qui revient presque tous les jours. Et je voudrais très humblement remercier tous les compatriotes qui, dans tout le pays, marchent, envoient des mémorandums pour demander à ce que je me présente. Les nouvelles dispositions de notre Constitution m'autorisent à être aussi candidat. Mais nous avons des règles politiques, des règles qu'il faudrait respecter. D'abord, je suis membre d'un parti. Bon, en tant que président, je ne suis plus là-dedans, mais j'ai besoin de l'aval des organes de ce parti. Autre chose, je suis encore chef d'État et je suis encore dans mon mandat. Mon mandat n'est pas terminé. Il me reste encore
du temps pour travailler pour la République centrafricaine, pour la population, parce que cette population m'a fait confiance pour une période, pour les 5 ans, et ces 5 ans-là ne sont pas vraiment terminés, donc je dois m'atteler à continuer à travailler dans le cadre de ce mandat que le peuple m'a confié. C'est pour cela que, avec respect, avec humilité, je demande à ces compatriotes de patienter un peu. Le moment venu, eh bien, ils auront peut-être la réponse. Peut-être c'est pour bientôt, on ne sait jamais. La deuxième thématique concerne les questions sociales et j'appelle M. Armando Yangenji pour poser sa question. Bonjour Monsieur le Président de la République. Moi je suis Armando Yangenji, secrétaire de rédaction à Radio Ndekeluka. Initialement, ma rédaction a prévu de vous poser 4 questions. Vu le temps, je vais vous poser 2 questions. S'il y a lieu, on va revenir parce qu'il n'y a pas un 203. Monsieur le Président de la République, les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité ne cessent de grimper ces derniers temps. Une situation largement attribuée à la hausse du prix des hydrocarbures dans le pays. Monsieur le Président, face à cette réalité qui pèse sur les ménages, la politique que vous menez actuellement est-elle toujours en cohérence avec votre programme de société initialement prévu ou promis à la population? Ma deuxième question, Monsieur le Président de la République, des efforts sont certes déployés pour améliorer les conditions de soins dans les hôpitaux, mais sur le terrain, les plaintes persistent. Des voix continuent de s'élever pour dénoncer un manque criard de plateaux techniques. Conséquence, il y a des Centrafricains qui continuent de mourir par centaines chaque mois, ici à Bangui ou à l'intérieur du pays, parfois à cause d'erreurs médicales. Mais quelle est votre politique concrète pour améliorer durablement le système de santé dans ce pays? Je vous remercie, Monsieur le Président. Les prix, l'augmentation des prix, c'est une réalité que dénoncent ou pour lesquelles nos populations se plaignent. Mais le gouvernement n'est pas resté sans action sur ça. Mais vous savez, pour les prix, pour certains nombres de produits, notre pays ne fabrique pas, est obligé d'importer. Donc subit en fin de parcours les augmentations ou les prix de fabrication par rapport à ces pays. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, la question que vous avez indiquée, vous avez parlé de l'hydrocarbure. Si j'ai bien compris que c'est ça. Tout récemment, j'avais instruit le gouvernement de baisser, de voir comment il peut baisser le prix des produits pétroliers sur le marché ou à la pompe. Je crois que le gouvernement a réagi favorablement à cela. Mais peut-être que ce n'est pas encore suffisant. Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire. Nous discutons avec le Fonds monétaire pour globalement son appui et dans un certain nombre de réformes que nous avons envisagées pour améliorer vraiment l'économie de notre pays. Dans le cadre de ces discussions, surtout sur le secteur hydrocarbures, nous sommes convenus avec le Fonds monétaire de faire un audit vraiment des produits, c'est-à-dire en ce qui concerne les prix. Et cet audit est en cours. Et c'est à l'issue de cet audit-là que, avec le Fonds monétaire, nous allons nous convenir des prix des pétroliers. Mais vous savez que nous ne sommes pas un pays producteur. Nous sommes obligés d'importer tous les
produits pétroliers que nous consommons dans notre pays. Et notre position de pays enclavé ne nous favorise pas dans ce cadre-là. Et les aléas, les montées, les prix du pétrole aussi, et puis aussi le transport à partir du littoral, soit Douala ou Kinshasa, ne contribue également à cela, à cette hausse de prix du pétrole. Donc c'est tout ça là que l'audit va nous dire pour voir est-ce que le prix qui est pratiqué est juste. Parce que combien nos marketeurs achètent sur le marché international, les prix de transport jusqu'à Bangui, les prix, parce qu'il y a des distributeurs, il faudrait aussi il y a leur marge. Nous avons ici dans le pays une structure des prix qui gère tout ça. Et c'est cela que l'audit va regarder. Maintenant, si cet audit nous dit que, bon, voilà, et nous allons nous aligner aussi bien le Fonds monétaire que nous-mêmes. Parce que nous comptons sur cette appréciation de quelqu'un, d'un audit sur le marché pour nous réaliser cette étude-là. Mais nous ne restons pas là. J'ai instruit le ministère du Commerce qui est en train de faire un travail important sur le marché pour voir est-ce que les prix que pratiquent nos commerçants, est-ce que ces prix sont justes au regard des prix de départ et de leurs bénéfices et de tout ce qui... Et il y a un travail énorme. Je pense que si vous circulez au niveau de kilomètre 5 ailleurs, le ministère du Commerce est en train de faire un travail important pour faire baisser les prix, pour que ça soit prix juste. Nous convenons que les gens importent les produits, ils payent, et en arrivant ici, il faut qu'ils aient des bénéfices. Mais que ces bénéfices-là ne doivent pas être vraiment au-delà, il y a des marges. Et ça, c'est le ministère du Commerce qui est en train de faire un travail important en conformité avec nos règles, avec les lois, pour que nos commerçants puissent respecter cela. Vous savez, un autre aspect de l'augmentation des prix, ce sont les barrières. Parce que les prix, surtout pour les denrées qui sont ici, les gozos, les autres produits que nous avons l'habitude de consommer, les prix montent aussi. C'est lié aussi au transport. Depuis dans l'arrière-pays, les gens qui produisent, qui amènent, il y a des problèmes de transport. Et quelquefois, on pointe les barrières. Alors, nous avons pris une décision au niveau du gouvernement pour lever toutes les barrières illégales. Nous sommes obligés de mettre les barrières à cause de problèmes de sécurité, pour vérifier, pour contrôler les marchandises, pour les personnes qui circulent sur ces barrières et autres. Mais on a constaté qu'il y a des barrières qui sont pas conformes, qui sont illégales, et donc le Premier ministre et avec le ministère de la Défense, du Transport et tout, ont mis en place un comité qui par vente d'ici de Bangui jusqu'à Beloko ou dans l'arrière-pays pour surveiller ces barrières afin de diminuer les prix. Parce que sur ces barrières-là, il y a des pratiques que tout le monde sait qui font que les choses... Donc, on est en train d'organiser justement pour faire baisser les prix. Dans l'intérêt, bien entendu, de nos populations, parce qu'il faudrait que la population consomme, mais à juste prix. À juste prix. Et c'est ça que nous sommes en train de réaliser. Et je crois que le gouvernement fait un travail formidable. Je continue, je les encourage, le ministère du Commerce, le ministère du Transport, le ministère de la Défense et tout. En interministérialité, ils travaillent vraiment sur toutes ces questions-là et je pense que on pourrait... Alors, l'hydrocarbure, on a déjà fait un réajustement, et après l'audit, on fera un autre réajustement. Si ces filles faut baisser, on baissera dans l'intérêt de nos populations. Voilà ce que je peux vous dire sur ces questions-là. Je vous en prie.
Il reste une question. Ah, question essentielle, la santé. Mais vous savez, une des priorités, c'est le problème de la santé. Bon, je crois que vous exagérez quand même les chiffres en disant que 100 000, machin, tout ça, c'est un peu exagéré. Nous avons des problèmes de santé. Depuis très longtemps, nous n'avons pas travaillé sur les structures de santé. Regardez nos hôpitaux, datent de plusieurs, les dispensaires, dans l'arrière-pays. Ces derniers temps, nous avons fait d'énormes progrès sur la modernisation des structures de santé. Personne ne peut discuter de ça. Dans l'arrière-pays, il y a des dispensaires, il y a des hôpitaux, il y a qui se mettent en place. En problème de santé, il y a aussi les ressources humaines. Il faut du personnel de santé qualifié. Aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a aucun médecin formé, disponible, sans être intégré, il n'y en a pas. Nous avons tout fait. Et s'il y en a encore, il y a le processus d'intégration. On va intégrer tous les médecins. On est en train de faire un travail formidable qu'on n'a jamais fait dans ce pays. Pour que nos centres de santé puissent avoir des personnels qualifiés pour ça. Mais l'écart est tellement grand que c'est difficile de résorber en très peu de temps. Nous avons engagé des actions de formation sur le terrain. En termes d'équipement, nous avons ce qui est actuellement comme plateau technique est très faible. Mais il y a tout de même quelques avancées. Aujourd'hui, nous avons distribué pratiquement des ambulances partout et il y en aura encore. D'ici là, on va distribuer des ambulances pour aider nos populations qui sont très loin des centres de santé. Nous sommes en train de mettre en place une politique de médicaments dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des médicaments qui ne sont pas homologués et qui circulent. Et qui sont aussi parfois, pour certains cas, des poisons pour nos populations. On est en train de travailler là-dessus. Dans le domaine de la santé, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de défis. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème. Non, il y a beaucoup de défis à relever encore. Mais il faut remarquer que nous avons fait beaucoup de progrès. Il y a des avancées vraiment significatives sur le terrain. Nous avons augmenté le nombre des structures de santé. Nous avons réhabilité des structures de santé. Nous avons augmenté le nombre du personnel de santé qualifié sur le terrain. Mais les besoins sont encore énormes. Nous avons mis en place une politique de prévention. Une bonne politique de prévention à travers les vaccinations et tout ça. À tel point que même les structures de vaccination dans le monde, j'ai été désigné ou nommé champion des vaccinations par Gavi. D'ici le mois de juin, Gavi m'a invité pour aller faire un plaidoyer auprès des bailleurs pour financer cette structure. Parce qu'ils ont constaté que nous avons fait énorme. Notre politique est essentiellement basée sur la prévention. Parce que comme on n'a pas beaucoup de moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prévenir. Il faut qu'on fasse vacciner nos enfants, toutes les personnes, les maladies évitables, on les a tous atteintes à travers la vaccination. Mais je ne dis pas qu'on a réglé tous les problèmes. Non, je ne dis pas ça. Mais nous avons fait beaucoup de progrès. Au regard de nos maigres ressources, nous avons fait vraiment beaucoup de progrès, aussi grâce à nos partenaires qui nous soutiennent dans cette lutte. Vous avez vu comment nous avons traité le cas de Covid, nous avons attaqué un certain nombre de choses, on est vraiment très proactif sur des réalités sur le pays. Vous savez, il y a des épidémies qui sont en cours. Notre pays a mis en place un dispositif pour contrer
ces épidémies, ces maladies émergentes là. Vous avez vu que pour beaucoup, notre pays n'est pas beaucoup touché même par ces maladies parce qu'il y a un dispositif vigoureux qui permet d'éviter à notre pays ces situations-là. Bon, il est vrai que, vous savez encore, il y a le paludisme, il y a les maladies. On a même fait une politique où beaucoup de personnes vulnérables sont exemptées de soins. Gratuité de soins pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les femmes enceintes. Beaucoup est-ce que le gouvernement prend sur lui pour faire ça, pour protéger nos populations? C'est vrai, vous avez dit qu'il y a des gens, il y a des décès, c'est vrai, mais il faut reconnaître qu'il y a des progrès. Ce n'est pas en un jour qu'on va tout changer. C'est progressivement. Et il faut aussi éduquer nos populations, parce que ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit, en matière de santé. Nous avons mis en place une initiative, Kwati Kodro. Vous savez, l'impact social, l'impact en termes de santé publique est un impact important si tout le monde se mettait à faire ça. C'est plus facile, on le voit comme simple, mais ça va beaucoup nous aider. Regardez nos voies, même dans Bangui, il y a beaucoup d'inondations, c'est de l'eau, c'est les moustiques, et ça pique partout, et tout le monde, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des petits produits, les gens vont mourir. Mais si chacun de nous, et si vous les journalistes, vous faites beaucoup de sensibilisation, j'en vois tout le temps, et je vous félicite vraiment, s'il y a un prix à vous donner, on le fera. Parce que pour la sensibilisation sur le Kwati Kodro, c'est important. Et ça, on a besoin vraiment du personnel des médias pour sensibiliser nos populations. Il y en a qui pensent que c'est honteux d'aller être là, relever les saletés, les machins, mais nous avons besoin d'éduquer notre peuple. Et éduquer, c'est aussi nous-mêmes le faire. Il y a certains qui disent, mais le président de la République n'a rien, il va se pavaner devant les machins, dans la boue et tout ça. Il nous faut éduquer. Je suis un enseignant, ça fait partie de mon travail. Et donc, vous aussi, vous pouvez nous aider à ça. Voilà ce que je peux vous dire brièvement. S'il y a une autre question, je reviendrai. La troisième thématique concerne les questions sécuritaires. La mise en œuvre de l'APPR RCA et la feuille de route de Luanda. Pour cela, j'invite Auguste Bati-Kalamé pour poser sa question. Monsieur le Président de la République, après 6 ans de mise en œuvre de l'APPR RCA, les inquiétudes demeurent face à la menace sécuritaire des groupes armés qui se sont retirés de cet accord. En quoi cette récente signature des accords avec l'UPC de Ali Darassa, des 3 R de M. Bobo, peuvent-elles créer les conditions d'une paix durable en République centrafricaine? Que vous inspire la situation sécuritaire dans le Ombomo? Les milices Azandé Anikpigbe ne va-t-elle pas représenter une nouvelle menace pour le pays? La deuxième question, Monsieur le Président de la République centrafricaine. De nos jours, la mise en œuvre de l'APPR RCA et la feuille de route de Luanda pose problème dans certaines régions du pays. Quelle stratégie avez-vous envisagée pour pallier à l'insécurité dans le nord et le sud-est du pays? Pensez-vous que la réinsertion de certains éléments du groupe nuisible dans l'armée est la meilleure solution? Je vous remercie. Très bonne question.
Parce que beaucoup de nos compatriotes se posent la question sur les résultats, l'impact de l'accord de l'APPR. Et même se demandent pourquoi nous continuons à discuter avec les... Mais je dois vous assurer, et je le confirme, notre stratégie de paix, de réconciliation, a comme fêtière l'APPR et la feuille de route Luanda. L'APPR, si vous... Je dois faire une petite rétrospective en arrière. Quand j'étais élu, ici, même pour aller à Damara, pour aller même à Boali, c'était excessivement difficile parce que notre pays était vraiment... Même la presse n'arrête pas de répéter 80% occupés par les groupes armés et qu'il ne nous reste que peut-être Bangui. C'est ce qui a été dit. Pendant tout ce temps, pendant plus de 3 ans, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai travaillé avec le soutien de la communauté internationale et avec tous les compatriotes pour les convaincre, pour dire pourquoi. Parce que moi j'ai été élu, je n'ai pas de problème avec les groupes armés. Ils existaient avant. Mais j'étais obligé de discuter avec eux. Pour dire, c'est des fils du pays. Pourquoi? Quels sont vos problèmes? Pourquoi vous continuez à prendre les armes, à tuer? Quelles sont vos raisons? Qu'est-ce que vous avez besoin? Et c'était la grande question. Il a fallu les convaincre. Après 3 ans, on a discuté à Khartoum et on est venu signer ici. Il y a eu des travaux préliminaires, on a eu des organisations qui nous ont soutenus, Santé d'Idiot, Centre humanitaire, il y a beaucoup d'autres organisations qui nous ont appuyés. Finalement, on a signé le PPR. Quels sont les résultats aujourd'hui? Sur les 14 groupes que nous avons connus, 14 ont signé les accords. 14. Cet accord a été soutenu par la communauté internationale. Nous avons les garants et les facilitateurs. Les garants, l'Union africaine et la CAC, les facilitateurs, tous les autres, les pays voisins, tous. On était tous ici à Bangui. Tout le monde a signé. Les résultats, au jour d'aujourd'hui, 9 groupes armés sur les 14 ont déclaré leur autodissolution. Autodissolution. Sur les 14, 9 ont déposé les armes. Quelques-uns de leurs éléments se trouvent dans nos forces de défense et de sécurité et défendent leur pays. Aujourd'hui, parmi les 9 là, il y a certains des éléments des groupes armés, de ces groupes armés, qui sont dans les FACA, à la gendarmerie et la police. Ils servent leur pays. Et nous les encourageons. Il est arrivé en 2021, à l'arrivée de l'ex-président, il a réussi à remobiliser 5 autres groupes armés qui sont sortis de ce processus avec l'accord de Kamakota. Ils ont poursuivi la lutte, le combat, la violence à travers le pays, comme vous l'avez vécu vous-même. Nos forces de défense leur ont opposé une résistance farouche. Et au jour d'aujourd'hui, avec le soutien de nos alliés, les Russes et les Rwandais, la MINUSCA et autres, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul village occupé par les groupes armés. Ils sont en brousse. Ils sont en brousse. On ne peut plus parler de 80% occupés par les groupes armés et 20%. Ça n'existe plus. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'occupent pas les villages que eux, ils ne sont pas dangereux. Ils sont dangereux pour moi. C'est pas parce qu'ils peuvent venir, ils peuvent prendre le pouvoir par la force et autres, ça c'est autre chose. Mais, vous voyez, à Pawa, moi je suis ici, mais ils brûlent 100 maisons. Ce sont des Centrafricains, parfois des gens pauvres. Ils ont leur hutte. On vient brûler, on tue. Des gens innocents.
on les tue. Est-ce que moi, en tant que président, je peux accepter ça? Ce sont mes populations. Je dois les protéger. Bien sûr, nous avons nos forces qui montent en puissance. L'armée les combat, nos alliés aussi. Mais parfois, c'est aussi plus simple de leur demander, mes frères, pourquoi vous continuez à vous battre? Quels sont vos problèmes? Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir, discuter, pour vous empêcher de continuer à brûler des maisons, des trucs comme ça, tuer les gens, un commerçant qui passe par pour aller... c'est l'une des raisons aussi de l'augmentation des prix. Hein. Alors, tout ça là, ça gêne. Ce n'est pas parce que, bon, la sécurité du président... Non, non. Mais la sécurité de nos populations, ça me préoccupe. J'ai pensé qu'il était utile de discuter avec eux. Il y en a qui pensent que c'est une faiblesse. Pour moi, ce n'est pas une faiblesse. Parce que je veux la sécurité de mes populations. Je dois discuter avec eux. Et certains aussi sont des Centrafricains qui sont perdus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé dans 3R, et j'ai remarqué que dans 3R et dans l'UPC, et surtout dans 3R, la majorité c'est la population Peul. J'ai fait appel au chef traditionnel Peul, ici au palais. J'ai dit, est-ce que vous êtes chef traditionnel? Je vous demande, est-ce que vous ne pouvez pas parler aux familles? Parce que ces gens qui sont sur le terrain sont issus d'une famille que vous contrôlez. Est-ce que vous ne pouvez pas leur parler et leur dire que le président de la République veut discuter avec eux? Parce que quel est l'intérêt aujourd'hui pour vous de continuer à tuer, à vous battre, à être dans la brousse? Ces chefs traditionnels m'ont écouté. Ils sont allés les voir avec des risques. Ils sont allés en brousse. Ces groupes d'armées-là les ont invités en brousse, très loin. Et ils avaient même peur. Mais ils ont risqué leur vie. Ils ont parlé à cela. Et ces groupes, surtout de 3R, ils ont dit, nous sommes fatigués. Mais on ne sait pas comment s'en sortir. Nous sommes fatigués. On ne sait pas comment sortir de là. Ils sont venus me voir. Je leur ai dit, je veux vous rencontrer, discuter avec vous, pour savoir quelles sont vos préoccupations, pour voir ce que je peux faire conformément à la constitution du pays, conformément à ce que je peux faire en tant que chef d'État. Et c'est ainsi qu'ils ont fait appel à leur chef, qui se trouve être Bobo, qui est au Tchad. Bobo dit, je veux bien venir discuter, mais j'ai peur pour ma sécurité. Est-ce que vous n'allez pas m'arrêter? Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que... Il y a beaucoup de questions. Il n'a pas voulu. Il a eu peur. Mais sans lui, je ne peux pas parler aux autres. J'ai appelé mon frère, le président Déby. J'ai dit, mon frère, est-ce que tu ne peux pas rassurer Bobo pour qu'il vienne en Centrafrique discuter? Il n'a pas réussi. Il a dit, Bobo dit qu'il faut qu'on vienne discuter, et il pense que, pour le rassurer, que quelqu'un vienne discuter avec lui. C'est comme ça que j'ai envoyé mon responsable de renseignement, qui est allé voir son homologue tchadien, et ils ont discuté avec Bobo. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, cette discussion a intéressé Ali Daras, qui a demandé également à faire partie. En fin de compte, on a accepté. Et ils ont discuté ensemble. Il y a eu un accord. Ça peut être bancal, ça peut être quoi. Mais pour moi, c'est important pour que ces fils du pays, qu'on puisse être autour de la table, discuter. Discuter pour que la paix revienne. Les gens ne comprennent pas. J'ai écouté par-ci, par-là, je vois sur les machins, il y a beaucoup de critiques et tout ça. Mais si vous êtes chef d'État et que vous êtes ici, qu'on dise à Pawa ou machin qu'on a brûlé une maison,
on vous appelle de nuit à 3 heures du matin, savoir qu'un de vos populations, les gens sont dans la rue, ils n'ont rien, et que vous devez le lendemain envoyer le ministère ou le ministre des Actions humanitaires sur le terrain, mais ça ne suffit pas, ça s'arrête. C'est ça la préoccupation. Et je pense qu'à travers le dialogue, à travers ces discussions, on peut mettre fin à cette guerre. Et cet accord, je tiens, et je vous dis sincèrement, et à l'égard aussi des groupes armés, il y a des situations sur le terrain. Mais il faudrait qu'ils soient convaincus de mon engagement. C'est moi qui ai leur ai tendu la main. Et je veux qu'on discute. Je peux être critiqué, je peux dire, mais je pense que si j'aboutis à la paix, c'est l'essentiel pour ma population. Bien au contraire, bien évidemment, ça n'occulte pas les questions de justice, des machins, tout ça. Mais on doit pouvoir discuter avec ces gens qui ont causé beaucoup de tort, c'est vrai, mais il faut épargner que ça continue. Alors, en ce qui concerne le sud-est, avec les Andés à Nikpébé, vous savez, quand ça a commencé, on a vu qu'il y avait des groupes de gens qui se battaient parce que là-bas c'est l'UPC et qui tuait la population, c'était des groupes armés qui causaient du tort à nos populations là-bas. Et ils se sont constitués en groupe autodéfense. Et nous avons vu que leur tendance, vraiment, c'était pour constituer un groupe. Automatiquement, on a dit, on va arrêter ça. On veut que ça s'arrête. On a pris quelques-uns, comme on a pris aussi dans d'autres préfectures, pour les former, pour qu'ils soient des militaires, parce que les raisons qu'ils évoquent, qu'ils ont été oubliées par le gouvernement, qu'il n'y a pas d'action, même de l'armée, là, ils ne sont pas concernés, et tout ça. Donc, je dis peut-être qu'ils ont raison. On en a pris quelques-uns qu'on a formés. Compte tenu de l'éloignement, ils avaient été formés sur place. Malheureusement, vous savez, dans notre pays, il y a des gens qui veulent, en faisant de la politique, ils pensent que le sang, la mort des concitoyens va servir leur politique. Ils continuent d'instrumentaliser ces gens-là, là-bas. Instrumentaliser ces jeunes. À quelle fin? On ne sait pas. Nous allons travailler pour que ces gens de groupe Zandé à Nikpébé puissent retrouver la raison. Ils ont même tué les gens de la MINUSCA. Ils tuent. On ne sait pas les raisons. L'armée va se déployer pour protéger la population. Il y a déjà un gros déploiement là-bas. À Zemio, à Obo, et on a un déploiement là-bas pour protéger la population. Mais on va travailler encore avec ces groupes pour qu'ils arrêtent. Et on en place une stratégie. Et aussi, j'apprécie le travail que les autorités là-bas font parce que beaucoup sont en train de se désarmer. À Obo, il y a eu beaucoup qui ont rendu leurs armes, et à Zemio également, il y a beaucoup qui rendent leurs armes pour retrouver la paix parce qu'ils voient que derrière ça, il n'y a que des manipulations autres. Mais je vous assure que ça nous inquiète. Nous allons continuer à travailler pour convaincre nos compatriotes qui sont là-bas à retourner dans la République, à ne pas se comporter des machins zandés, machins, tout ça, ça ne paye pas. Aujourd'hui, nous sommes en République centrafricaine. Et ils sont des Centrafricains. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. La quatrième thématique concerne la diplomatie et la coopération internationale. Pour cela, j'appelle M. Freddy Wilibonanza pour poser sa question. Bonjour Monsieur le Président. La méthodologie que vous avez adoptée, comme si on était à l'université en train de prendre un cours magistral,
des cours que vous dispensez aux jeunes centrafricains dépositaires des enjeux futurs. Et donc ma question porte sur la diplomatie et la coopération internationale. La voici. Monsieur le Président de la République, depuis 2016, date de votre prise de pouvoir, vous avez mené une diplomatie active, appuyée par votre ministre des Affaires étrangères, ce qui a permis non seulement à la République centrafricaine de redorer son blason, mais aussi de reprendre sa place qui lui revient de droit sur la scène internationale. Seulement, Monsieur le Président, cette diplomatie active n'est orientée que vers la Russie et certains pays asiatiques au détriment de certains États occidentaux. Nous citons par exemple l'Allemagne et l'Angleterre que vous n'avez jamais visité. Alors, qu'en dites-vous, Monsieur le Président? J'en ai terminé. Merci de votre question. Je n'ai pas cessé de dire dans toutes les interviews, partout, que notre pays n'a pas de barrière en ce qui concerne la coopération avec les autres États. La République centrafricaine, depuis notre histoire d'ailleurs, et même maintenant, nous sommes en conflit avec aucun des pays. Nous voulons une relation avec tous les pays amis qui veulent coopérer avec nous, en respectant notre souveraineté, en respectant ce que nous sommes, et en privilégiant aussi nos intérêts. C'est ça notre ligne de conduite depuis le début. Ceux qui nous respectent en tant qu'État, qui respectent notre souveraineté et avec qui nous pouvons établir des coopérations, comme on le dit maintenant, gagnant-gagnant. C'est comme ça que nous évoluons actuellement dans notre diplomatie. Nous n'avons exclu aucun pays, aucun. Pour peu que ces pays-là nous respectent et respectent notre souveraineté et nous donnent la parole et regardent quelque part nos intérêts. Nous savons que tous les États cherchent leurs intérêts. Mais il faut que dans cette coopération, eh bien que nos intérêts aussi soient préservés. On ne va pas tout céder comme ça et que nous on reste comme ça. Non, ce n'est pas ça que nous voulons. Alors, il ne faut pas penser que notre politique c'est dans les pays de l'Est avec la Russie. Non, nous travaillons avec la Russie étroitement parce que la Russie, nous travaillons sur la base des intérêts et qu'ils nous appuient, et c'est clair. Comme aussi avec la Chine, mais nous travaillons aussi avec les autres pays occidentaux. Avec la France, avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, nous travaillons. Mais si vous ne voyez pas, peut-être que ce n'est pas très clair, c'est parce que les programmes et les projets que nous développons ne sont pas suffisamment. Mais ce que nous redoutons, c'est qu'on ne nous respecte pas. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est que si notre souveraineté est mise à mal, nous ne pouvons pas l'accepter. Voilà les grandes orientations de notre action diplomatique. Et nous n'avons pas vacillé sur ça. Ça, c'est clair. Et c'est ce que, dès le départ, nous avons dit. Et je ne cesse de le dire à qui veut m'entendre. Même avec les chefs d'État dont on parlait, quand on discute, eh bien, je privilégie aussi les intérêts de mon pays. Je dis ça, c'est pas bon.
Parce que ça, nous n'avons pas, nous ne pouvons pas accepter. Je le dis à ma manière, avec la courtoisie, le machin qu'il faut. Mais c'est quand même clair et ferme. C'est ça. Donc, ne vous méprenez pas sur cette question en disant que je privilégie, Non, non. Nous avons dit que nous coopérons avec tous les pays amis qui souhaitent vraiment coopérer avec nous. Et dans cette coopération, c'est les intérêts mutuellement bénéfiques. Et là où nous allons, c'est que on nous invite et on nous accueille. Vous ne pouvez pas aller là où on ne vous accueille pas. C'est comme ça. Et je pense que on ne peut pas faire autrement. Notre pays est en quête de son développement. Nous sommes en guerre avec personne. Et nous ne voulons pas qu'on nous dicte des voies à suivre. C'est ça notre... Nous regardons nos intérêts. C'est vrai. Dans ça, beaucoup ont peur. Quand on dit ça, il y a la peur. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que les séries de coups d'État, les machins qui notre pays connaît ici, c'est lié à certaines de ces choses-là. Mais on ne va pas toujours avoir peur pour ça. Moi, j'ai été élu par la population, c'est pour défendre les intérêts de mon peuple. Les intérêts pour lesquels le peuple m'a élu. Et je ne dois pas tergiverser sur un certain nombre de choses. Voilà la réponse que je voudrais donner à votre question. C'est l'organisation de la table ronde avec les investisseurs au Maroc, autour du PND. Et pour cela, j'invite mademoiselle Gypsy Roumont. Le président, bonjour. Bonjour la salle. Alors, ma préoccupation est la suivante. Le 21 mai dernier, vous avez organisé une réunion de communication avec les partenaires de la RCA et ceux du secteur privé sur l'organisation d'une table ronde au sujet du PND RCA 2024-2028. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des propositions de cette table ronde et le niveau d'engagement des partenaires à accompagner cette initiative? Et pour en chuter, quel serait l'impact en termes d'investissement? Je vous remercie. Depuis 2023, début 2023, nous avons commencé à préparer notre plan de développement, comme on l'a fait pour RCPCA. Parce que chaque année, on doit se concentrer. On doit voir quelles sont nos priorités. Pour que ceux qui viennent nous aider se rangent derrière notre vision. Notre vision. Qu'il y a alignement avec nos priorités. Ceci dans le cas de PND de 2024 à 2028. Pendant cette période-là, nous demanderons, nous avons élaboré ce programme. C'est un programme participatif. Nous avons demandé, il y a une enquête qui a circulé dans le pays pour montrer dans quel sens les populations souhaitent qu'on aille et quelles sont leurs priorités. On a recensé tout ça. Les différents départements, les ministères, les organisations ont contribué, ont donné leurs priorités. Le gouvernement a analysé, a présenté ça devant le Parlement, qui a adopté pour la période 2024-2028. C'est la ligne que nous devions suivre. C'est vrai que ce programme ne va pas comporter tout, mais ça rassemble vraiment les priorités pour qu'on se consacre
à ça pour cette période-là. Et ça nous permet d'avoir des éléments d'évaluation, de correction, et permettre à tous les partenaires qui veulent nous aider de s'aligner derrière ça pour que nous ayons un résultat important. Et c'est le sens de notre PND que nous avons présenté. Maintenant, le PND est adopté, nous avons notre plan national de développement pour cette période. Nous devions mobiliser tous les partenaires autour de ce plan. Comme tous les autres pays, nous parcourons toutes les organisations, les pays. Voici notre priorité, voici notre plan de développement pour cette période. Pouvez-vous nous aider par des financements à mettre en exécution ces programmes? C'est le sens de la table ronde que nous voulions organiser. Et ce n'est pas la première fois que nous avons organisé. Nous avons organisé à Bruxelles la table ronde pour le RCPCA. À l'époque de DSRP, nous en avons aussi organisé pour permettre à tous les partenaires de la République centrafricaine de financer, d'appuyer ce programme pour les 4 ou 5 années du programme. Et c'est un outil important parce que tous les autres partenaires n'iront pas chercher loin. Quand vous voulez aider la République centrafricaine pour cette période, vous voulez appuyer, voici les projets prioritaires qui vont se trouver dans le cadre. Et c'est comme ça que nous orientons. Et il y a des thèmes, il y a des domaines, beaucoup de domaines dans un pays. Mais nous en avons choisi au moins 4 sur lesquels tout le monde va travailler, va faire des efforts pour permettre au pays de se développer. Alors, le sens de la réunion que j'ai tenue dernièrement, parce que nous avons décidé de faire une table ronde. Mais cette table ronde, nous ne pouvons pas y aller si on n'est pas au même niveau d'information. Aussi bien la société civile, nos partenaires du secteur privé, je voudrais m'assurer que eux et nous et tout le monde soient au même niveau d'information et que nous tous, nous soyons prêts pour aller à cette table ronde parce que nous allons faire face à d'autres investisseurs que nous allons convaincre pour nous appuyer dans le cadre de ce programme. Mais pour ça, il faudrait que nous soyons bien organisés. Alors c'est le sens de la réunion que j'ai organisée et en invitant le secteur privé, parce que le secteur privé est au cœur de ce dispositif. Vous savez qu'aujourd'hui, le développement d'un pays, ça passe principalement par le secteur privé. Et donc nous devions intéresser nos privés ici à s'investir, à trouver d'autres partenaires sur les différents projets que nous avons. Je pense que nous allons continuer à travailler. Il y a des problèmes d'agenda, il y a des conflits d'agenda quant à la date que nous avons voulu faire cette table ronde. On va encore réfléchir pour que nous ayons des agendas qui soient réconciliés et pour permettre d'optimiser les résultats de cette table ronde. Il y a un pays frère qui a accepté d'abriter pour faciliter la venue des partenaires et des trucs comme ça, c'est le Royaume du Maroc. Sa Majesté a accepté que cette table ronde puisse se tenir au Maroc. Maintenant, avec le Maroc, nous allons travailler pour mobiliser plus de partenaires à soutenir notre PND. Et la réunion que nous avons tenue, c'est pour... nous avons des partenaires qui sont ici, notamment la Banque mondiale, l'Union européenne, le Fonds monétaire, la BAD et les autres que je n'ai pas pu citer. Il faudrait qu'ensemble, qu'on aille à cette table ronde. C'était l'objectif de cette réunion. Mais je pense qu'il faudrait aussi que nos journalistes, nos professionnels de médias nous appuient dans ce cadre-là. On doit demander votre soutien. Nous aurons des documents à présenter. Et vous pouvez beaucoup nous aider en commentant, en publiant,
en intéressant les bailleurs de fonds ou certain nombre d'organisations à soutenir ce programme. Et ces programmes, ces plaquettes, tous les documents devaient être mis à votre disposition pour que un travail de communication puisse se faire autour de cette question. Et je vous invite vraiment à travailler, à aider votre pays, à aider le gouvernement et à soutenir aussi les autres partenaires. C'est là où vous devez faire vraiment le marketing, la communication, et voilà, développement. Et on vous sollicite. Monsieur le Président de la République, je suis journaliste dans ce pays. J'ai fait mes preuves en Dekiluka. Je suis président du réseau des journalistes francophones de Centrafrique, président du réseau des journalistes francophones d'Afrique centrale, dont vous êtes président en exercice. Monsieur le Président de la République, c'est la deuxième fois que vous organisez le déjeuner de presse avec la presse. Je vous encourage depuis 2024 et puis 2025. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, c'est une occasion en or pour nous les journalistes de parler de nos conditions de vie. Tout récemment, les députés de la Nation viennent de voter le projet de loi sur la liberté de la presse. Mais il y a un souci, Monsieur le Président de la République, concernant la dépénalisation qui a été enlevée dans ce projet de loi. C'est un souci, Monsieur le Président. Vous êtes un démocrate. Monsieur le Président, vous êtes un démocrate. Vous n'avez aucun problème avec les journalistes. Mais il y a des dérapages aussi concernant nous, les professionnels des médias. On se trompe. Qui ne se trompe pas? Raison pour laquelle je demande votre clémence par rapport à cette nouvelle loi sur la liberté de la presse. Je demande une relecture. Pourquoi? Parce que la dépénalisation a été enlevée. C'est un souci pour nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit de réponse. C'est un souci, Monsieur le Président de la République. Maintenant, concernant la maison de la presse, nous sommes dans la rue, Monsieur le Président de la République. Imaginez ces leçons, vous êtes président de la CEMAC en exercice. Vos collègues seront là à Bangui. Mais lorsqu'ils vont vous poser la question, la presse est logée où? Ils sont dans la rue. Notre ministre travaille très bien en ce moment. Il est en train de nous communiquer, de donner des informations d'ici la fin de l'année 2025. Nous aurons la maison de la presse. Mais vous, en tant que notre papa, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on va rentrer dans cette maison? Et avec un titre français, pour terminer, notre collègue se trouve en prison aujourd'hui. On se trompe aussi. Vous aussi, vous pouvez vous tromper, vous pouvez demander pardon au peuple centrafricain. Nous demandons, c'est un plaidoyer, une clémence pour sa libération. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Et je vous remercie. Je sais qu'on ne peut pas épuiser toutes les questions aujourd'hui. La presse a beaucoup de questions. Bon, on a choisi, vous vous êtes choisi, hein, on m'a dit que c'est, vous vous êtes choisi entre vous. Bon, maintenant, nous sommes désolés parce que notre ami a été bousculé un peu, mais c'est pas grave. Il a des préoccupations. Concernant la loi, bon, c'est une loi qui a été votée, c'est l'Assemblée nationale, mais on va toujours y travailler, regarder, et puis voir ce qu'il y a lieu de faire, si c'est possible. Deuxièmement, vous parlez de la maison de la presse. Je pense que le gouvernement travaille avec un certain nombre de partenaires pour que vous puissiez avoir une maison de la presse pour vous soutenir dans ce cadre-là. Donc, soyez un peu patients. Dans ce contexte-là, il y a un travail qui se fait. Et d'ailleurs, j'ai posé la question, avant de prendre le micro, au ministre de tutelle qui s'occupe de ça, m'a dit que les choses avancent bien. Bon, pour l'instant, je ne peux pas vous donner les détails, mais les choses, on a le financement, il y a intérêt à trouver pour que la maison soit construite. Mais soyez patients. Deuxièmement, concernant un journaliste, je ne sais pas lequel, mais je dois dire que
En ce qui concerne les arrestations des journalistes et autres, cela ne peut pas venir du président de la République. Au jour d'aujourd'hui, je ne donne aucune information d'arrestation de qui que ce soit. Ben, si c'est pénal, ou bien si c'est... Il y a des... Chaque organe travaille et voit son niveau. Aujourd'hui, il y a la liberté de la presse. Personne n'est vraiment arrêté pour délit d'opinion, tout en respectant les règles. Je crois que ce journaliste dont vous parlez, c'est qui? Ah, il a fait quoi? Il a été... Pardon? Il a fait quoi? Il a diffusé une information. Bon. Écoutez, c'est une affaire de justice? Non. C'est une affaire de justice? Je pense qu'on va regarder pour voir. Il y a le ministre d'État de la Justice ici. Ah, il est là, il va regarder de quoi il s'agit. Parce que dans ce genre de choses aussi, il y a les intérêts d'un tiers aussi, qui est mis en cause ou un truc comme ça. Peut-être si on libère comme ça, alors qu'il y a un intérêt d'un tiers, ça peut poser des problèmes de droit. Donc, mais je suis père de la nation, je dois respecter les intérêts des uns et des autres. Donc, on va regarder ça. Nous allons regarder. Le ministre d'État à la Justice est là. Il va regarder de près. Hein, et puis aussi garantir les intérêts de ceux qui sont lésés peut-être dans cette situation. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, en passant là, bon. Mais on va manger, non? Oui, monsieur le président. Mais il y a un journaliste de ce côté qui avait dit qu'il avait quelque chose à dire. Pardon? Bon, après celui-là, on va manger, non? Bonjour, monsieur le président de la République. L'occasion que vous nous offrez aujourd'hui, c'est une occasion rêvée qui témoigne de votre attachement à la question de la liberté de la presse et à la question même de la promotion de cette presse en République centrafricaine. L'Union des journalistes centrafricains que je représente ici est très honorée et veut ici saluer votre engagement parce que c'est en 2008, quand vous étiez encore Premier ministre, que vous avez jeté le jalon pour l'école du journalisme professionnel en Centrafrique. Nous vous en remercions et nous pensons que ça, c'est un processus. Et ce processus est dynamique. Ça évolue avec des forces et des faiblesses. Et nous pensons que vous êtes aujourd'hui un artisan qui peut nous aider à construire davantage cette presse, à être plus professionnelle, plus dynamique et plus rayonnante. Nous aurions aimé que la revendication portée par notre confrère soit dans un cadre aussi clément, mais bon, c'est déjà arrivé et vous avez donné une partie de la réponse. Nous vous en félicitons pour cela. Aujourd'hui, en ce qui concerne la loi que le législateur vient d'adopter le début de la semaine, ça montre cette dynamique-là. Mais il ne demeure pas moins qu'il y a encore quelques points dans cette loi qui constituent des éléments d'inquiétude et de grande préoccupation pour la presse. Quand vous étiez encore Premier ministre, on a adopté une loi qui a dépénalisé les délits de presse. Aujourd'hui, d'une autre manière, le délit de presse est inclus dans cette loi. Et comme le diable se cache toujours dans le détail, nous avons profité de cette occasion pour solliciter qu'il trouve plaisir à vos yeux de renvoyer cette loi devant la commission, devant les députés pour une relecture de manière à ce que la loi soit beaucoup plus consensuelle et beaucoup plus applicable pour une presse libre
en République centrafricaine. Pour ce qui concerne notre confrère Landry Nguema-Ngokwele, il n'y a pas que lui. Il y a Landry Nguema-Ngokwele qui est aujourd'hui en prison pour un fait de délit de presse, mais qui coupé aujourd'hui en prison, ça ne fait pas une bonne image pour la République centrafricaine. Vous avez parlé de l'image de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, la République centrafricaine est en bonne position en matière de liberté de la presse. Mais le fait qu'aujourd'hui, Landry Nguema-Ngokwele se trouve en prison, ça ne donne pas une bonne image. Et il n'y a pas que Landry. Il y a notre confrère Blaise Yakbe, qui aujourd'hui est obligé de vivre la clandestinité. Il y a Aimé Banda, de Radio Zemeo, qui est contraint en exil de vivre en RDC. Tout ça, ce sont des éléments qui constituent pour nous une grande préoccupation et qui essayent de polluer l'environnement de la liberté de la presse en République centrafricaine. Nous vous prions de faire diligence de manière à ce qu'on essaye de temporiser, de faire en sorte que les journalistes puissent travailler librement en République centrafricaine. Actualité oblige, comme j'ai encore la parole, le président tchadien, dans le cadre de la feuille de route de Luanda, puisque le Tchad aussi fait partie de la CAC, a rencontré ces jours-ci l'ancien président François Bozizé. Quelle est votre lecture en tant que président centrafricain sur cette rencontre entre ces deux personnalités hautes? Je vous remercie. Concernant les journalistes qui sont arrêtés, vous avez dit c'est pour des délits de presse. Bon, je ne sais pas quel délit. Je vous ai dit que si on devrait arrêter les journalistes pour tout ce qu'ils disent, vraiment, aujourd'hui, il devrait en avoir un bon nombre en prison. Il faudrait que vous soyez conscients de cela. Aujourd'hui, certains de vos confrères vraiment dépassent les limites, sont hors même la déontologie, au-delà même des questions de presse. Ça, il faudrait que vous reconnaissiez cela. Entre vous-même, vous devez le reconnaître. Mais nous faisons fi de ça pour essayer de continuer à nourrir. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai dit, bon, parfois certains n'ont pas étudié, ils n'ont pas le savoir pour connaître les limites de leurs actions. Certains ont appris sur le tas et ça pose des problèmes. Ce n'est pas de l'injure, hein, c'est la réalité. Certains ont appris sur le tas et se donnent le titre de journaliste ou d'acteur de presse et n'honorent pas la presse à travers leurs écrits, leurs publications. C'est pour cela que nous avons fait l'effort au niveau de l'université pour créer un département pour qu'on puisse former, encourager les gens à aller se former sur le minimum qu'il faut savoir pour permettre d'exercer dans ce cadre. J'invite, ce n'est pas encore ça, mais c'est votre contribution, votre participation va permettre justement d'améliorer et de faire en sorte que nous ayons une école vraiment reconnue de journalisme dans notre pays. Ça, c'est très important. Maintenant, celui qui a été arrêté, je vous ai dit que le ministre de la Justice, je ne sais pas de qui, ce n'est pas un délit politique, hein, je ne sais pas si c'est... bon, le ministre de la Justice est là, il va regarder de près de quoi il s'agit, sans léser les intérêts de l'autre parti. Maintenant, en ce qui concerne la question concernant lui, l'ancien président Bozizé, mais vous savez que
dans le cadre de l'accord de la feuille de route de Luanda, la dernière conférence de Luanda, il a été demandé au Tchad de recevoir tous les leaders des groupes armés de la CPC. Et c'est comme ça que le président Bozizé était gardé, ou tout au moins a résidé au Tchad. Mais ces actions ne permettaient pas, le Tchad était gêné de la situation vis-à-vis de la République centrafricaine, de la manière de se comporter, parce que si dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'égards à voir. Comme ça, il y a eu un consensus pour que la Guinée Bissau puisse l'accepter, être là-bas parce qu'il était proche de la frontière et les activités déployées ne permettent pas vraiment la paix ici. Je trouve que c'est normal qu'en allant là-bas, en Guinée, comme le président Bozela a demandé à le rencontrer, il l'a reçu. Et je vous assure que le président Idriss Déby a eu la courtoisie à la fin de l'entretien de m'appeler, ça c'est des affaires entre les chefs d'État, de m'informer, voilà ce qui s'est passé. Bon, j'ai écouté passer par là ce qui a été dit, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que j'interprète, parce que le président Déby a eu la courtoisie de m'appeler et de dire, voilà, il m'a demandé de recevoir, je l'ai reçu, nous avons dit ça, je lui ai parlé de ça. Je pense que c'est ce que je peux vous dire de plus. Je vous invite à applaudir un peu plus vivement le chef de l'État de s'être prêté à cet exercice. Merci.